Bonjour Henri Sterdignac. Bonjour. Vous êtes co-animateur du collectif Les Économistes Atterrés, un collectif qui, je cite, ne se résigne pas à l'orthodoxie néolibérale et qui publie un nouveau manifeste aux éditions Les Liens qui libèrent. Dans ce nouveau manifeste, qui fait suite au premier, publié en 2010, vous vous penchez sur 15 chantiers pour une autre économie. Alors une autre économie, c'est par exemple la fin des politiques d'austérité. Donc j'ai envie de commencer par une question d'actualité. Est-ce que le vote grec ou encore le mouvement Podemos en Espagne peut faire bouger les choses en Europe ? Il faut l'espérer. L'Europe s'est engagée depuis quelques années dans des politiques d'austérité qui, de toute évidence, ont échoué. Les pays du Sud connaissent une détresse sociale importante, une catastrophe économique. Nous-mêmes, la France, on n'est pas très bien. On est dans une situation un peu baroque où la Commission veut imposer à tous les pays des politiques qui ont failli, veut leur imposer des réformes structurelles qui ne marchent pas. C'est contradictoire avec la démocratie, de toute évidence. Et donc, il faut changer. La France, malheureusement, n'a pas eu l'énergie pour impulser un changement en juin 2012. Et là, il faut absolument soutenir les Grecs et, espérons-le, les Espagnols pour changer l'Europe. Ce n'est pas seulement une question grecque, c'est aussi une question pour l'ensemble des pays de la zone euro. Mais si on met fin à ces politiques d'austérité, cela ne résoudra pas le problème de la dette. Vous dites dans votre livre que la dette publique n'est pas un mal en soi. Est-ce toujours le cas, prenons le cas de la France, les 2/3 sont détenus par des agents extérieurs ? Vous savez que la France a relativement peu de déficit extérieur, donc effectivement notre dette est détenue par des agents intérieurs, mais en même temps les Français détiennent aussi de la dette étrangère, pas mal. Bon, effectivement, ce n'est pas génial, on serait mieux si on pouvait renationaliser la dette, la faire détenir par les Français, si on pouvait la définanciariser, c'est-à-dire la faire détenir directement par les ménages français, avec l'épargne des ménages français. Il faut se rappeler que la dette française est inférieure au montant des actifs détenus par les administrations, donc on ne laisse pas une dette à nos enfants, on laisse en dette des écoles, des crèches, des hôpitaux. Et le problème, c'est pourquoi la dette est nécessaire. Ce n'est pas un problème grec, ce n'est pas un problème français. Tous les grands pays ont aujourd'hui des dettes publiques extrêmement importantes. Pour l'ensemble de l'OCDE, c'est 110% du PIB. Donc il faut se poser la question pourquoi. Et la réponse, elle est simple, c'est parce qu'il y a une victoire du capital sur le travail, il y a une croissance des inégalités, il y a eu le développement des fonds de pension, certains pays excédentaires, donc il y a une accumulation de personnes, d'institutions qui veulent détenir des actifs, sans risque, et en face, pour soutenir la demande, les États se retrouvent plus ou moins obligés, effectivement, de faire des déficits et de faire de la dette. Donc, le problème pour résoudre la question de la dette, la question au déficit, c'est avant tout de s'attaquer aux causes, aux dérives du capitalisme financier. Vous dites, pour régler ce problème de la dette, il faudrait les faire garantir par la BCE, par acquisition de titres si nécessaire, dans le cadre d'une coordination ouverte des politiques économiques. Le programme de rachat d'actifs de la BCE, 1100 milliards d'euros, décidé de rachat d'actifs, décidé fin janvier, est-ce que ça vous paraît aller dans le bon sens, ce plan Draghi ? Oui, bien sûr, ça va dans le bon sens, mais en même temps, on ne dit pas clairement les dettes publiques sont garanties. On ne dit pas clairement au marché, ne spéculez pas sur la dette espagnole, la dette italienne, la dette portugaise. Ce sont des dettes garanties. Il y a encore un écart de taux d'intérêt avec les dettes de ces pays. Et bien sûr, il faut que la BCE dise clairement, pendant une période relativement longue, je garantis les dettes publiques, je maintiendrai des taux d'intérêt à long terme inférieurs au taux de croissance de l'économie, de manière à permettre à la dette de se réduire grâce à la croissance. Et elle ne dit pas. Et il faut aussi éviter que ces taux d'intérêt bas ne provoquent des bulles financières, des bulles immobilières. Donc il faut aussi surveiller, gérer le système bancaire pour que ces taux d'intérêt bas soient utilisés pour l'investissement productif, soit utilisé pour préparer la transition écologique et non pas pour des bulles immobilières ou financières. Il faut tirer la leçon de ce qui s'est passé avant 2007 où effectivement les taux d'intérêt bas ont été utilisés pour créer des bulles qui finalement ont éclaté. Donc il faut une
grande vigilance de la Banque centrale européenne. Voilà, donc tout cela, vous le dites dans votre livre, hein, je le rappelle. Et en plus de cela, vous formulez toute une série de propositions plutôt iconoclastes pour la France dans le contexte actuel, des propositions inattendues. Vous appelez par exemple à une hausse des salaires. Mais alors, qui doit financer cette hausse des salaires? D'abord, ce n'est pas un livre français, c'est un livre européen. Oui. Donc j'espère qu'on aura une traduction en anglais, en espagnol, en grec, bien sûr. Et donc le problème, c'est une question à l'échelle européenne, c'est même une question à l'échelle mondiale. Hein. Grâce à la mondialisation commerciale, le capital l'a emporté sur le travail. Donc un peu partout, les capitalistes peuvent faire pression sur les salaires, peuvent exiger une rentabilité élevée et investissent relativement peu. Donc ça crée un déséquilibre à l'échelle mondiale, ça crée un déséquilibre à l'échelle de l'Europe. Les pays qui sont gagnants, c'est des pays comme la Chine ou l'Allemagne, où effectivement les travailleurs acceptent des salaires relativement faibles par rapport à leur productivité. Et si on veut éviter d'être obligé de soutenir l'activité en permanence par des dettes publiques, par des dettes privées, il faut absolument changer ce mécanisme. Il faut redonner du pouvoir d'achat directement aux salariés, il faut reconstituer des systèmes de protection sociale là où ils ont été affaiblis, de manière à ce qu'effectivement, on a une demande qui s'appuie sur la consommation, qui s'appuie sur des revenus salariaux et sociaux et non pas sur de l'endettement. Mais alors, qui peut mettre fin à ce déséquilibre? Qui est-ce qui peut rééquilibrer le partage entre travail et capital? Eh bien, l'Europe. Je veux dire, on a une construction européenne. À quoi sert l'Europe si effectivement on n'a pas le minimum, la coordination sociale, la coordination salariale, la coordination fiscale? Si l'Europe dit en fait je laisse les marchés agir, je laisse les pays se livrer à de la concurrence fiscale ou de la concurrence salariale, elle ne sert à rien. Le seul objectif de l'Europe, ça doit être de dire dans ce monde, je défend un modèle social européen, où effectivement, on a une politique salariale qui fait que les salaires bénéficient de la croissance de la productivité, on a un modèle social européen et on le fait évoluer progressivement pour prendre en compte les préoccupations écologiques. Ça doit être ça, l'objet de l'Europe, sinon l'Europe n'a aucun sens. Alors, je voudrais que l'on conclue en évoquant d'autres propositions que vous formulez, la réduction du temps de travail, le développement des emplois publics, l'accroissement de la dépense publique, la revalorisation des prestations et minima sociaux, puis voilà, il y en a plein d'autres. Alors, on a quand même l'impression que vous raisonnez en économie fermée, on pourrait vous le reprocher cela. Là encore, ces propositions, elles concernent toute l'Europe? D'abord, ce sont des propositions européennes. Des propositions européennes. Ce sont des propositions européennes. Et puis vous oubliez aussi ce qui est deux propositions très importantes à mon avis dans l'ouvrage. La première, c'est la préoccupation écologique. Il faut absolument prendre le tournant écologique et le prendre de bonne façon, c'est-à-dire aller vers une société sobre et solidaire et égalitaire. Et puis le second point sur lequel on insiste, c'est qu'il faut une société productive. C'est-à-dire qu'il faut augmenter l'intervention des salariés au niveau des entreprises. Donc on a un projet qui est un projet productif, écologique, et pas seulement un projet, disons, de redistribution, mais les deux doivent aller de pair. Et un projet à l'échelle européenne. Et c'est un projet, bien sûr, à l'échelle européenne. Eh bien, Henri Sterdyniak, merci d'être venu vous exprimer sur le plateau de Xerfi-Canal. Je rappelle la parution de votre livre, Le Nouveau Manifeste des économistes atterrés, aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci. Merci.